never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel. Vivre avec le VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler de santé sexuelle et de prévention. Valentine au micro, comme chaque semaine. Je suis accompagnée, comme à mon habitude, de Momo. Coucou Momo. Je vous souhaite une bienvenue sur l'émission de Fréquence Paris Pluriel. On va beaucoup parler de la situation actuelle concernant la maladie et j'espère qu'on échangera ensemble. On est libre à votre écoute. Exactement. Aujourd'hui, pour le sujet du jour, nous présenterons 3 manières d'être acteur de sa prise en charge. Nous parlerons d'abord de Moi Patient, la plateforme qui permet, à partir du savoir et de l'expérience des patients, d'améliorer la prise en charge. On discutera ensuite du patient intervenant, son rôle et son utilité. Et enfin, cette émission sera aussi l'occasion de fêter un anniversaire, l'anniversaire d'Action Traitement. L'association a 30 ans. Nous reviendrons donc sur son histoire et sa contribution dans la lutte contre le sida et le VIH. En seconde partie de l'émission, je passerai aux annonces du cœur et aux infos de la semaine. Si vous avez une remarque à nous faire ou une question à nous poser, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter au téléphone au 01 40 40 90 25 ou bien nous laisser un message sur le site comitédesfamilles.net. Vous pouvez aussi passer par les réseaux sociaux, le Twitter @VIH Radio ou la page Facebook Comité des Familles. Comment être acteur de sa prise en charge ? Il existe de nombreuses initiatives d'associations et de patients pour comprendre le jargon médical, connaître les traitements proposés par les professionnels de santé, être au courant des pistes thérapeutiques étudiées. Alors aujourd'hui, moi, je voulais vous proposer 3 initiatives différentes. Pour ceux qui veulent beaucoup s'investir, mais aussi pour ceux qui veulent un investissement plus léger. Pour cela, je vais vous présenter nos invités du jour. Nous avons au plateau Manon Molins qui vient nous présenter Moi Patient. Bonjour Manon. Bonjour. Nous avons également en plateau Thiago Santana. Bonjour. On se connaît bien Thiago, on travaille ensemble au comité des familles et tu viendras nous parler du patient intervenant. C'est ça. Nous avons également en plateau Cédric Daniel. Bonjour Cédric. Bonjour. Et par téléphone Jean-Marc Bitoun. Bonjour, c'est Jean-Marc. Vous travaillez tous les deux donc, pour Action Traitement, qui fête cette année, je le disais, ses 30 ans. Et vous allez nous parler à la fin de la partie sujet du jour de cette belle association, de ses débuts, mais aussi de ses actions actuelles et pourquoi pas futures. Exactement. On va commencer par Manon. Manon, je te laisse déjà te présenter et nous expliquer qu'est-ce que Moi Patient. Oui, alors bonjour à tous, donc merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Alors donc moi je suis Manon, je suis responsable d'un projet qui s'appelle Moi Patient. Et Moi Patient, très rapidement, c'est une plateforme numérique de recherche participative. Donc en fait, elle permet, cette plateforme, aux patients d'exprimer leur vécu, d'exprimer leurs expériences, et dans un objectif d'enrichir et de contribuer à créer de la connaissance commune sur leur pathologie, sur leur vécu. Donc c'est une plateforme qui a été initiée par une association de patients qui s'appelle Rénalou, qui est une association de patients qui représente les patients en insuffisance rénale chronique, donc les personnes dialysées, les personnes greffées. Et sa particularité, c'est sa gouvernance, puisque en fait, aujourd'hui, ça prend la forme d'une SAS, dont seules les associations de patients peuvent être administrateurs. L'idée, c'est que les associations de patients doivent devenir maîtresses de la façon dont l'expérience des patients qu'elles représentent est collectée.
On a le soutien des pouvoirs publics. On est soutenu par l'ARS Île-de-France pour porter le projet, parce que c'est quand même un projet juridiquement et techniquement assez complexe de collecter cette expérience. Et voilà, le projet il est vraiment parti d'un constat qui est qu'aujourd'hui, l'expérience des patients, elle est recueillie par les acteurs privés. Ou alors par les acteurs publics. Il existe des plateformes publiques de collecte de l'expérience patient. Il faut que les associations s'y mettent. C'est elles qui sont légitimes dans cette représentation et cette collecte des données personnelles des patients pour les représenter le mieux possible. Et du coup, concrètement, le site, il permet quoi? Qu'est-ce qu'il apporte aux patients? Oui, alors concrètement, donc Moi Patient, c'est en ligne, si vous voulez aller jeter un œil. Donc Moi Patient, ça a 2 fonctionnalités. La première, c'est celle qu'on appelle Medata, qui est vraiment l'idée de pouvoir permettre aux patients de répondre à des questionnaires sur leur pathologie, sur leur vécu. Donc, à chaque fois qu'on a une nouvelle étude, elle est publiée sur la partie Medata de Moi Patient et les personnes peuvent créer un compte et répondre à l'étude. D'accord. La deuxième partie, c'est Mes Soins, c'est une cartographie des établissements de soins aujourd'hui centrée sur la dialyse et la greffe, mais demain sur d'autres pathologies, et qui permet aux patients de mieux s'orienter dans le système de soins. Ça recense tous les centres de dialyse, tous les centres de greffe, avec des données issues des institutions et demain, des données de l'expérience patient. Et du coup, le patient, il arrive sur le site comment? Est-ce que c'est lui qui vient naturellement ou par un autre biais? Alors, principalement par les associations de patients. On a déjà lancé 3 études. Donc, une étude avec France Asso Santé sur les restes à charge invisibles. Une étude sur la sclérose en plaques et le Covid-19 avec 3 associations de patients, la Ligue contre la sclérose en plaques, CEP Avenir et l'APF France Handicap, et une étude sur les médicaments anti-rejet, donc pour toute personne greffée, avec Rinalou, bien sûr, avec Vaincre la mucoviscidose, France Greffe Cœur et Poumons et Transhépat. Et en fait, les patients viennent via ces associations. Elles reçoivent un lien, les patients reçoivent un lien qui leur permet d'arriver sur la plateforme, de comprendre qui est derrière une étude. On donne le maximum d'informations. L'idée, c'est vraiment d'être le plus transparent possible, de savoir, de permettre aux patients d'avoir toutes les garanties sur comment leurs données sont traitées, jamais partagées à l'extérieur, évidemment, qui a validé l'étude. On a un comité scientifique d'intérêt des patients où elles sont stockées en France chez un hébergeur agréé. Voilà, de donner le maximum de garde-fous aux patients qui vont nous faire confiance pour exprimer leur vécu et le conserver de façon sécurisée pour ensuite le traiter et l'analyser et en tirer des enseignements et de la connaissance commune. D'accord, donc en fait, il y a une étude qui a vocation à être menée. Le patient arrive sur la plateforme et par exemple, pour les médicaments anti-rejet, pour cette étude-là, il devait donner des données sur ce traitement-là, les effets secondaires, comment il le vivait, c'est ça en fait? C'est exactement ça. Donc, c'était un questionnaire très exhaustif, il y avait plus de 160 questions. Donc on demande aux patients de l'investissement. On a été surpris, on a eu plus de 850 répondants qui ont répondu à 98% du questionnaire. Donc on voit que les gens, ils ont envie de répondre en fait. Ils ont envie de prendre le temps d'exprimer leur vécu. Et ça allait sur des choses aussi bien comme les effets secondaires, comme l'impact sur la qualité de vie, la vie sociale, la vie professionnelle, la vie familiale, la vie sentimentale et sexuelle. Ça allait vraiment sur toutes les catégories C'est très très large. Voilà. Et du coup, après, quel retour, lui, il a une fois qu'il a répondu à ce questionnaire? Oui, alors la première chose, c'est que tous les répondants reçoivent bien sûr les résultats en priorité. Ça, c'est la clé du projet. C'est vous participez à la création de connaissances communes, et bien vous allez être les premiers à recevoir les résultats. Ensuite, on essaye d'organiser des actions autour des résultats. Donc, par exemple, sur l'étude anti-rejet, il y a eu un séminaire qui a permis de réunir des institutionnels, des professionnels de santé, mais bien sûr toutes les associations et les patients, pour leur partager les résultats, leur expliquer et voir si on a des choses à ajouter et comment mobiliser en fait toutes ces données qu'on est en train de créer, parce qu'on ne crée pas de la donnée pour rien, pour construire un plaidoyer autour des résultats et permettre de faire avancer les choses dans le système de santé pour que ça reflète vraiment la réalité de l'expérience des patients. Oui, tu me disais quand tu m'as expliqué le projet par téléphone qu'il y avait une utilité individuelle et une utilité collective. Oui, tout à fait. En fait, pour vous raconter un petit peu comment les patients ils sont revenus vers nous après avoir participé à ces questionnaires, on a eu des patients qui nous ont dit « mais en fait, moi, rien que d'exprimer et de formaliser mon vécu à travers un questionnaire et des questions auxquelles je n'avais pas pensé, forcément, déjà, ça m'aide, en fait. Ça me permet de faire un état des lieux de où j'en suis. Voilà. Donc, c'est assez utile de ce côté-là. Il y en a d'autres qui nous ont dit qu'en fait, ça leur avait permis, une fois que les résultats avaient été publiés, de se sentir moins seuls.
de se dire, en fait, je ne suis pas le seul à être concerné par les effets secondaires des médicaments anti-rejet, par exemple. Et je ne suis pas le seul à pas en parler à mon médecin, parce que c'est quand même beaucoup ça. Hein. Il y avait plus de la moitié des personnes qui n'en avaient jamais parlé à leur professionnel de santé. Et ça permet vraiment d'exprimer un vécu. Et également, pourquoi pas, on a eu des patients qui nous ont dit, moi j'ai imprimé mes réponses et je vais l'emmener chez mon médecin pour lui montrer où j'en suis aujourd'hui et faire un point avec lui là-dessus. Oui, ce qui permet du coup, une fois qu'on est chez le médecin, de passer directement dans l'action, c'est-à-dire qu'il a toutes les réponses du questionnaire et il va voir qu'en fait, on ne va pas parler pendant 10 minutes, est-ce que ça va, votre traitement ? Là, directement, il voit que, je ne sais pas, il y a un effet secondaire qui est un peu troublant ou ça a un impact sur sa vie, je ne sais pas, sexuelle, intime ou même au niveau de ses relations, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est aussi d'un point de vue collectif, ça fonctionne aussi de ce sens-là, parce qu'on a eu des professionnels de santé qui ont découvert les résultats, qui ont découvert que les patients leur en parlaient pas. On le découvre toujours, mais qui ont du coup dit moi je vais faire plus attention maintenant, je sais les 3-4 questions que je dois poser quand je fais ma consultation pour essayer d'avoir de l'information là-dessus. Donc on voit que ça permet aussi de changer un petit peu les pratiques et puis bien sûr d'outiller le plaidoyer des associations pour essayer de convaincre les institutions et les acteurs du système de santé d'intégrer l'expérience patient dans l'évaluation des traitements et des parcours de soins. C'est ça, donc en fait, porter la parole de ce qui a été découvert à travers les questionnaires auprès des autorités de santé ou même des laboratoires qui créent et développent les traitements, c'est ça ? Exactement, c'est l'objectif. Et du coup, comme notre émission est sur le thème d'être acteur de sa prise en charge, en quoi Moi Patient peut avoir un lien avec ça ? Oui. Alors, vraiment, c'est déjà être acteur de sa prise en charge. Je crois qu'on l'a vu un petit peu du côté individuel. Là, déjà, c'est une première phase. Mais en fait, on voit que ça va permettre de créer des nouveaux indicateurs. Et ces nouveaux indicateurs, ils vont permettre, pourquoi pas, de corriger des dispositifs de prise en charge qui ne fonctionnent pas, d'améliorer les pratiques et d'outiller, donc, comme je le disais, le plaidoyer des associations pour que ce parcours intègre tout le vécu et l'expérience des patients. Donc, d'un point de vue collectif, on voit que créer de la donnée issue de l'expérience patient est supposé, en tout cas c'est vraiment notre objectif, créer une meilleure prise en charge pour eux. Tu me disais aussi que ce projet de recherche participative, ça existe déjà. Oui. Mais là, Moi Patient a une particularité, c'est que ça vient en fait des associations. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le milieu de la collecte de l'expérience patient, mais il y a beaucoup d'entreprises privées, par exemple, qui ont créé des sites web ou des communautés de patients qui leur proposent ensuite des questionnaires pour répondre à des études. Il y a aussi des acteurs publics, la plateforme de la PHP, par exemple, Compare, qui permet de créer des questionnaires. Tout ça est très... côté Compare, par exemple, on est vraiment sur des choses très médicales, des choses comme ça. On pense que les associations ont un rôle à jouer dans cette collecte, et c'est toute l'originalité du projet, c'est de dire c'est une plateforme multipathologie, multi-associative. Donc demain, il faut faire rentrer des associations dans la gouvernance de Moi Patient. Aujourd'hui, Rénalou est seul administrateur et président parce qu'on est au début du projet et qu'on a besoin de le continuer à le construire et qu'on a donc les soutiens de la RS Île-de-France. Mais demain, il faut qu'on fasse vraiment collectif et que les associations de patients se positionnent sur cette collecte et ne laissent pas tout ça qu'au privé ou au public. Est-ce que vous avez des études qui vont venir là ? Oui, on a donc 2 études à venir là, qui vont arriver début 2022. Une étude avec La Voix des Migrineux, qui est une association de personnes concernées par la migraine et qui, eux, ont des enjeux assez forts parce que ce n'est pas reconnu comme une affectation de longue durée, alors que ça peut être très impactant sur leur vie personnelle, professionnelle, sociale. Donc on est en train de construire le questionnaire. Là, on construit toujours les questionnaires avec les patients. Donc on a fait 2 ateliers avec une 15aine de patients à chaque fois, et les personnes de l'asso, bien sûr. Et on a une étude avec l'Association française des hémophiles, qui donc doit être lancée début janvier, et qui est vivre longtemps avec une maladie hémorragique rare. Donc c'est pour les patients seniors, en fait, qui sont concernés, qui sont une toute petite communauté, enfin ils ne sont pas très nombreux parce qu'ils ont été concernés par l'affaire du sang contaminé, donc voilà. Merci en tout cas d'avoir présenté nos projets. Je ne sais pas si nos invités ont des questions ou si ça pourrait intéresser une association comme Action Traitement de rebondir.
Ouais, c'est exactement ce que je me disais. Enfin, déjà, je trouve ça hyper intéressant. J'en avais jamais entendu parler avant. Contrairement, comme tu le disais, à des initiatives privées, avec effectivement toujours cette question derrière, mais qu'est-ce qui est fait des données? Qu'est-ce qui est fait avec les informations que je vais donner à cette entreprise que je connais pas vraiment et qui est pas toujours super transparente sur l'exploitation qui va être faite des données qui sont collectées. Donc, je trouve ça d'autant plus intéressant et encore plus intéressant cet appel à participer aussi à la fois à la gouvernance et puis enfin, dans la construction des questionnaires. Donc, si j'ai bien compris, les patients, les personnes concernées sont impliquées dans la construction des questionnaires. Et enfin, pour le coup, ça s'inscrit complètement. Enfin, moi, en fait, je me suis reconnu, j'ai reconnu les activités d'action-traitement dans quasiment la totalité de ce que tu viens de nous expliquer. Dans le côté aussi, c'est ça, c'est-à-dire que ça permet vraiment aux personnes de prendre le pouvoir, hein, encore une fois. Enfin, on en est là sur leur pathologie, sur leur virus en ce qui nous concerne, et puis aussi de discuter du coup d'égal à égal avec les professionnels de santé et les médecins qu'ils vont rencontrer, qu'ils et elles vont rencontrer dans leur parcours. Donc non, vraiment, je trouve ça hyper intéressant. Justement, tu parlais de prendre le pouvoir. Il y a d'autres manières aussi de prendre le pouvoir sur sa prise en charge, sur ses traitements, etc. Thiago, tu es infirmier et tu t'occupes de l'ETP, c'est l'éducation thérapeutique du patient, au comité des familles. Et tu viens nous présenter le rôle du patient intervenant. Alors, la question que je te pose, c'est quoi être patient intervenant ? Bonjour à tous. En fait, un patient intervenant ou un patient expert, un patient acteur, il y a plusieurs termes. En fait, c'est d'abord quelqu'un qui vit avec une maladie chronique. Ça peut être aussi une limitation physique. Oui. Qui en fait, c'est quelqu'un qui, avec le temps, a développé certaines compétences. Donc, qui a quelqu'un qui a vécu sa maladie d'une façon plus intime et qui a développé certaines compétences qui en fait, aujourd'hui, peuvent aider à d'autres patients, à d'autres personnes, à mieux vivre avec cette maladie. D'accord. Donc, en fait, il a développé des connaissances sur sa pathologie. Exactement ça, oui. Du coup, quel patient peut être intervenant ? Est-ce que tout le monde peut l'être ? Alors, bien sûr qu'en général, les patients intervenants, ce sont des patients plus motivés, plus impliqués dans le parcours des soins. En fait, il faut aller au-delà de la motivation. Ce n'est pas vraiment une question d'être motivé, d'avoir des connaissances sur le sujet, mais il faut aussi avoir un certain parcours. Il faut faire des formations, en fait, pour devenir un patient intervenant. J'allais te demander, du coup, c'est quel genre de formation et où est-ce qu'on peut les faire ? Alors, il y a plusieurs ici en France. Par exemple, il y a même des universités. Il y a l'université des patients, oui. qui c'est un diplôme universitaire. En fait, après, la personne elle peut faire un master, même un doctorat sur ces sujets. Sinon, par exemple, pour les personnes qui interviennent en éducation thérapeutique, il y a aussi la formation en éducation thérapeutique. C'est la formation classique et 40 heures. Et en fait, ce sont des formations qui permettent à la personne à être avec des professionnels de santé à travailler ensemble avec des professionnels de santé. Voilà. Oui, parce que du coup, un patient intervenant, il faut qu'il connaisse sa maladie, il faut qu'il ait un recul sur sa pathologie, mais il faut aussi qu'il sache la présenter à des professionnels de santé, à d'autres patients. C'est ça ? C'est ça. Avant, c'était vraiment un travail auprès d'autres patients. Aujourd'hui, les patients intervenants, on va dire, il fait un travail même auprès des professionnels de santé. Donc, en fait, parfois, à la fois, il y a des interventions aussi auprès des professionnels de santé. Et bien sûr, les professionnels de santé n'ont jamais vécu certaines expériences. Oui. Et c'est ça que les patients ils essayent d'apporter, les vécus de la maladie. D'accord. Et pour revenir sur la formation, qui forme les patients intervenants ? Est-ce que c'est d'autres patients ? Ce sont des professionnels de santé, mais aussi il y a des interventions d'autres patients. D'accord, oui, ça dépend de la formation, je suppose. Ça dépend de la formation. D'accord. Pourquoi, selon toi, ils sont utiles dans l'ETP ? Alors là, je parle plutôt de mon vécu, de mon expérience sur le terrain en éducation thérapeutique. Et
c'est vrai qu'une intervention avec un patient expert, avec un patient intervenant, ça apporte beaucoup plus parce qu'il y a un véritable échange des vécus, des expériences, des choses qu'à la fois on ne sait pas, on ne comprend pas en tant que Oui, professionnel de santé. Et en fait, il y a vraiment, c'est un moment d'échange entre les patients c'est en fait un moment très riche. Et surtout, je pense qu'au milieu, dans une association, au milieu associatif, on peut faire ça d'une manière plus... ça s'y fait d'une manière plus facile, moi, je trouve. oui. Et auprès des autres patients, quel intérêt ça a? Le fait qu'un patient intervenant vienne parler de sa maladie auprès des autres patients, est-ce que du coup les patients comprennent mieux ou sont plus sensibilisés, notamment quand on parle de prévention ou de... C'est ça. Déjà, les partages d'expériences. Donc, Oui, il y a une question vraiment de s'y mettre à la place d'eux. oui, Et après, c'est ce que je disais, ce n'est pas du tout un modèle paternaliste. Donc, en fait, c'est la démocratie en santé, c'est le modèle où il y a vraiment les patients, les acteurs oui. vraiment du système de santé. Il n'y a pas de hiérarchie entre le professionnel de santé et le patient. Exactement. Oui. Et quel intérêt ça a, selon toi, toujours dans le VIH, dans le monde du VIH? Alors, déjà, les patients intervenants, les patients experts, il est né, on va dire comme ça, avec le VIH. Oui, Donc, en réalité, les personnes concernées, les patients VIH, c'était depuis le début des patients, vraiment des patients oui, acteurs. Il y a un intérêt qui, en fait, aujourd'hui, heureusement, tout se passe par les patients. oui. Dès qu'on va changer un protocole, dès qu'on va discuter sur sur un sujet spécifique, donc on prend en considération la vie des patients. Donc c'est quelque chose complètement bénéfique déjà pour les patients, mais aussi pour les systèmes de santé. C'est le cas notamment du collectif TRT5 affilié à plusieurs associations, dont le Comité des familles et Action Traitement, qui fait porter la voix des patients auprès des laboratoires ou auprès des études. Momo, tu voulais dire quelque chose? Non, moi je veux dire que c'était relativement intéressant parce que moi, comme je suis concerné par le problème et j'ai eu pas mal de malades, à partir du moment où ils comprenaient le bilan, Oui, le bilan sanguin, je trouve qu'ils avaient une meilleure observance par rapport au traitement que quand ils ne connaissaient pas. Quand ils ont réussi à lire la charge virale, les T4, les trucs, ils ont commencé à comprendre. Là, ils ont eu une meilleure observance par rapport à leur maladie, quoi. C'est ça que je voulais souligner. Oui. Pour rejoindre ce qu'il disait Thiago, c'est bien que le patient s'investisse Mm. et lui aussi veuille comprendre, comme ça il y a un échange et du dialogue avec les professionnels de santé oui. pour une meilleure qualité de soins. Oui, même justement, je rebondis sur ce que tu dis auprès du médecin, de mieux comprendre ce qu'il nous explique et de Voilà. pouvoir apporter aussi son envie par rapport peut-être, je sais pas, au traitement, aux effets secondaires qu'on a eu, etc., Voilà. d'avoir un dialogue Et et de pas... parler Oui, du rejet, de parler du rejet, et puis, parce que bien souvent les patients ils sont bloqués, ils sont coincés devant le médical. Oui. Et donc là, le fait d'échanger, de dialoguer, d'essayer de rassurer, ça peut faire énormément bouger les choses en positif. Ouais. exactement. C'est un peu le principe de l'éducation thérapeutique, c'est développer des compétences, des connaissances, donner des connaissances à la personne pour l'autonomie, non? Et en fait, à partir de ce moment, la personne elle va réussir à s'exprimer, à échanger mieux, à gérer mieux sa pathologie, sa maladie. Est-ce que ça l'aide aussi à se sentir mieux dans son vécu de la maladie, de se sentir plus confiante? C'est ça qu'on a constaté avec des articles, avec des études en fait. C'est un parcours qu'à la fin, la personne, elle va vivre au mieux avec sa maladie chronique. Jean-Marc, vous êtes patient intervenant auprès d'Action Traitement. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'être patient intervenant? Déjà, j'aimerais réagir par rapport à ce qui a été dit, ça me fait vraiment écho. C'est vrai que le patient intervenant, c'est aussi, on parle de formation par les pairs, c'est-à-dire par des personnes qui Tout à fait. effectivement Oui.
sont dans le même parcours de soins, même si chaque cas reste particulier. Le fait que la personne ait déjà vécu toutes ces étapes, il peut partager plus facilement avec d'autres. Et on apprend les uns des autres, en fin de compte. Hein. On est toujours au même niveau, c'est-à-dire que les échanges permettent vraiment de s'enrichir mutuellement. Donc ça, c'est nous, depuis le départ, ça a commencé comme ça, Action Traitement, hein, justement à une époque où il n'y avait rien du tout, où il n'existait pas de traitement, on connaissait pas d'autres personnes séropositives. Action Traitement est né grâce à cette dynamique d'un besoin de pouvoir parler avec d'autres personnes similaires. Donc on a commencé déjà l'association par des groupes de parole. Tout au début, ça a été vraiment le principe fondateur, c'était les groupes de parole, pouvoir parler entre personnes. Et on a monté donc ces premiers groupes de parole à l'association Apart, qui nous a laissé un endroit pour pouvoir le faire. Et on n'avait jamais vu d'autres séropositifs, quoi. Donc c'était vraiment pour nous déjà pouvoir sortir de l'isolement, sortir de l'angoisse, de savoir ce qui allait nous arriver, et ainsi de suite. Mais il n'y avait pas de traitement à l'époque. Donc on a été obligé aussi de s'organiser pour survivre sans traitement. Et l'association s'est créée comme ça, et on a commencé à chercher des solutions plutôt avec des compléments vitaminés, les antioxydants, enfin tout ce qui se faisait déjà outre-Atlantique, parce qu'en fin de compte, Action Traitement est né grâce et à cause d'une personne qui vivait aux États-Unis et qui n'a pas pu se soigner aux États-Unis parce qu'elle n'en avait pas les moyens, qui était française d'origine et qui est revenue en France avec effectivement ce concept d'acteur de son traitement, mieux informé, mieux traité. Et là, on a bien vu avec tout ce qui a été abordé déjà, c'est important de donner la parole aux patients et effectivement de pouvoir discuter entre nous. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à essayer de trouver de l'information. C'est comme ça qu'Action Traitement est né, en cherchant aussi ce qui se faisait ailleurs. Et moi, au tout début, je suis arrivé dans cette association qui n'existait pas d'ailleurs. On m'a demandé si je voulais faire partie de l'aventure. Et j'ai plutôt dit non au départ, en me disant que je connaissais rien, que je pouvais pas apporter puisque je connaissais rien. Et on m'a dit, tu essayes, tu viens. Je viendrai coller les enveloppes. Donc je suis venu pour coller les enveloppes. Et on m'a rapidement confié une mission qui était d'aller à l'école de médecine de Paris pour photocopier des articles dans des revues scientifiques sur les premiers traitements qui allaient sortir. Donc c'était à la fois collecter de l'info et donner un espoir. Parce qu'effectivement, on voyait autour de nous des gens tomber, des gens mourir. Et moi, le premier, j'ai mon ami qui est décédé, c'est ce qui m'a aussi propulsé vers les associations, parce que je voulais essayer de le sauver. Je n'ai pas réussi, mais ça m'a emmené vers un monde que je ne connaissais pas. Moi, franchement, je ne pensais pas qu'on pouvait jouer un rôle dans sa prise en charge, dans l'évolution du regard des autres, dans la relation avec le médecin aussi. Je pense que là aussi, on a un rôle vraiment très particulier à jouer pour essayer d'être force de proposition dans la relation qu'on a avec le médecin, préparer sa consultation, amener des questions, suggérer au médecin, parce qu'il y a aussi une manière de le faire, parce que le médecin, c'est quand même celui qui prend la responsabilité quand il prescrit un traitement. Hein. C'est quand même pas... Nous, on n'est pas des médecins. Donc, on peut suggérer au médecin plutôt que de dire « je veux ça », on suggère. Puis après, le médecin reprend ou non et puis il nous explique si ça peut être bien pour nous ou pas bien pour nous. Donc ça, c'est important de bien informer et de bien s'intéresser à son sujet. Mais ça, c'est aussi propre à chacun. Il y a des personnes qui veulent rien savoir, dont le médecin leur dit tout va bien, ils sont contents, ils veulent pas en savoir plus. Puis d'autres qui vont essayer de comprendre, comme disait Momo tout à l'heure, comprendre son bilan, c'est important parce que ça permet de voir comment évolue notre immunité, comment le traitement est efficace, quel est l'intérêt effectivement d'avoir une bonne observance pour que le traitement soit le plus efficace possible. Voilà, tout ça fait partie du parcours de la personne vivant avec ce virus. Et mieux on comprend, et mieux on adhère. Et puis après, effectivement, on peut devenir acteur au sens plus, on va dire, plus militant, plus politique, en s'impliquant effectivement dans des associations de patients. Et après, on peut effectivement participer à l'ETP en tant que patient expert, patient intervenant, mais c'est cette notion de pair. Donc ça veut dire, par l'expérience du vécu, par tout ce qu'on a vécu, on peut après plus facilement aborder avec des gens qui connaissent pas encore tous ces rouages,
les questions de vivre avec quoi. Et du coup, vous, Jean-Marc, pardon, vous êtes devenu patient intervenant sans vraiment le vouloir. C'est venu Voilà. tout seul avec l'expérience et Action Traitement. Tout à fait. Alors nous, on a le TP, on parle aujourd'hui d'éducation thérapeutique patient, mais nous, ça fait depuis le début qu'on fait de l'éducation thérapeutique patient. Pas dans la forme actuelle où il faut rentrer quand même dans des cases, remplir des dossiers, faire des questionnaires, un entretien préalable. Nous, on l'a fait d'une manière un peu plus sauvage par le fait qu'on n'avait pas le choix, il fallait aller vite aussi. Hein. Oui. Donc, on s'est formé sur le tas. Mais pour moi, ça a été une aventure extraordinaire. Franchement, je ne pensais pas pouvoir jouer ce rôle et je continue aujourd'hui à m'intéresser, à pouvoir partager avec d'autres. Et qu'est-ce que ça vous a apporté à l'époque quand vous avez cherché des traitements, essayé de comprendre l'infection par le VIH en tant que vous, patient, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Moi, ce que ça m'a apporté déjà, c'est déjà de mieux accepter le fait d'être porteur du VIH, de mieux accepter, de le voir d'une manière moins angoissante, et de voir que je pouvais trouver des solutions pour m'en sortir. Voilà, vraiment, ça m'a donné de l'espoir, ça m'a donné envie de continuer. Et ça m'a permis aussi d'aller vers les autres. Moi qui n'étais pas forcément, même si j'avais une formation de commerçant, tout ça, donc j'étais habitué à rencontrer du public, mais d'aller vers les autres comme ça, de m'ouvrir aux autres et d'écouter, de donner, de recevoir. Vraiment, ça m'a permis de mieux accepter ma maladie. Et je pense qu'à cette époque-là, le psychologique, on le disait que c'était 50% de la maladie. Oui. C'est-à-dire que si déjà on acceptait mieux sa maladie, on supportait mieux sa maladie et peut-être ça pouvait avoir un effet sur l'immunité. En tout cas, déjà, de ne pas être transi, angoissé. Donc, voilà. Donc ça m'a apporté déjà le fait d'y croire. Et puis, ça m'a rapproché des autres qui m'ont permis de mieux accepter ce que je vivais. Et puis après, les choses se sont enchaînées, en fin de compte, parce qu'effectivement, l'association s'est créée, c'était les groupes de parole. Après, effectivement, ça a été la fondation du TRT5 qui a permis de faire du plaidoyer et de représenter les usagers auprès à la fois des institutionnels, des laboratoires, des agences de recherche. Le patient dans le VIH est devenu vraiment un partenaire incontournable. Oui. On le voit bien aujourd'hui, même les recommandations, tous les 2 ans, il y a des recommandations qui sont éditées pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et les hépatites, et on voit bien il y a des patients qui font partie de la rédaction de ce rapport. Donc ça veut dire qu'on se base sur ce que les gens vivent aussi. Donc voilà, ça prouve que la place du patient dans le cadre du VIH, et je crois que c'est assez unique d'ailleurs dans le monde de la recherche et du militantisme autour des traitements, c'est assez unique. Oui, j'ai l'impression aussi. Donc aujourd'hui, vous êtes aussi venu nous parler d'Action Traitement. Vous nous avez parlé des débuts, Jean-Marc. Cédric, l'association, donc je le rappelle, a été créée en 91 par des personnes vivant avec le VIH. Aujourd'hui, elle a pour but d'informer, d'accompagner et de soutenir et de défendre les droits des personnes vivant avec le VIH, mais aussi les personnes concernées par d'autres IST. C'est quoi Action Traitement aujourd'hui en termes d'action ? Aujourd'hui, on va dire c'est deux types d'actions principales. Il y a à la fois un gros volet d'information thérapeutique, donc qu'on diffuse via soit des documents d'édition, des brochures, des dépliants, des affiches, etc. Tout à l'heure, on parlait de bilan biologique. On a par exemple un dépliant qu'on réactualise assez régulièrement, tous les 2-3 ans, qui s'appelle « Bien comprendre ces bilans biologiques ». Donc voilà, ça dit bien, l'objectif, c'est encore une fois de donner un maximum d'informations aux personnes vivant avec le VIH pour qu'elles soient, comme on disait tout à l'heure, actrices, y compris des décisions thérapeutiques qui les concernent, qu'elles sachent exactement comment se déroule leur vie avec le virus, avec le VIH. Donc il y a vraiment cette partie éditoriale. Quand on parle d'information thérapeutique, on parle aussi d'autres médias, des médias numériques bien évidemment. On a un site internet qui est très développé, sur lequel en plus on propose des outils numériques, comme par exemple une réglette d'information médicamenteuse qui a été créée
à la fin des années 90 et qui existe toujours aujourd'hui, qui, elle aussi, bien évidemment, est réactualisée assez régulièrement, en général tous les ans dans sa version numérique et tous les 2 ans dans sa version papier. Et le but, c'est de dire, voilà, vous êtes une personne vivant avec le VIH, donc vous prenez un traitement antirétroviral, mais à côté de ça, vous allez peut-être prendre des antidouleurs, vous allez peut-être prendre un traitement pour l'hypertension, vous allez peut-être prendre des antibiotiques, etc. Et bien à ce moment-là, on va vous dire s'il y a des risques d'interaction ou pas. Et ensuite, vous allez en parler avec votre professionnel de santé pour voir comment vous pouvez réajuster ces autres médicaments. Donc voilà, il y a tout un ensemble d'outils qu'on développe comme ça sur donc, cette partie information thérapeutique. Et puis, il y a aussi ce volet accompagnement dont Jean-Marc vient de commencer à parler, qui est très important dans l'association. L'association s'est créée comme ça, sous la forme d'un groupe d'autosupport pour des personnes vivant avec le VIH à une époque où, on l'a déjà dit, il n'y avait pas de traitement. Et la perspective, malheureusement, avec le VIH, on ne parlait pas trop de vie, on parlait plutôt de survie à l'époque. Oui. Et aujourd'hui, ça a complètement évolué, mais ça reste toujours très présent. On fait toujours effectivement de l'éducation thérapeutique, puisque Action Traitement fait partie, je crois, parmi les premières associations à avoir été habilitées en 2012, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, on va fêter nos 10 ans d'habilitation à l'éducation thérapeutique l'année prochaine. Et puis, on propose aussi tout un ensemble de programmes d'accompagnement. Ça va de la ligne d'écoute, dont on n'a pas encore parlé, mais qui existe elle aussi depuis la création de l'association. À l'époque, c'était vraiment écoute, soutien, etc. Et puis, progressivement, ça s'est transformé en une ligne aussi, elle-même, d'information thérapeutique. Oui. Parce que les personnes peuvent nous poser des questions sur, voilà, j'ai des effets indésirables, ou alors, je vais voir mon médecin dans 2 semaines, comment je peux éventuellement envisager avec lui de changer de traitement, voire même envisager de l'allègement thérapeutique, puisque c'est une ligne d'écoute qui suit, bien évidemment, les sujets d'actualité et les évolutions et les avancées thérapeutiques. Mais dans l'accompagnement, on a aussi un cycle d'ateliers mensuels, d'échanges, où on fait intervenir en général un professionnel de santé avec justement un patient intervenant, un ou une patiente intervenante. C'est très important pour nous d'avoir vraiment systématiquement ce duo. C'est aussi une façon de dire que, voilà, comme on disait tout à l'heure, comme Thiago le disait, les personnes concernées ont elles-mêmes une expérience intéressante à valoriser. Et c'est important vis-à-vis des personnes qui reçoivent l'information, parce que du coup, ça crée aussi une confiance dans la personne, parce que voilà, c'est quelque part quelqu'un qui me ressemble, quelqu'un qui vit potentiellement les mêmes difficultés que moi, et du coup, elle va être en capacité de m'apporter des informations qui correspondent réellement à ce que je vis. Et puis voilà, après, l'accompagnement continue de se développer. On a lancé, par exemple, récemment, des consultations gratuites avec une psychologue sexologue, parce que, voilà, même si aujourd'hui, on vit de mieux en mieux, on vit bien avec le VIH, on vit longtemps avec le VIH, il y a toujours des sujets qui peuvent, notamment en lien avec la vie affective et sexuelle, des problématiques qui peuvent apparaître plus ou moins immédiatement après, notamment la séroconversion. Oui. Et par exemple, cette peur de la transmission qui est encore très présente chez beaucoup de personnes. Donc c'est important de travailler là-dessus, et c'est pour ça qu'on propose ce type d'accompagnement. Et du coup, l'association existe depuis 30 ans. Qu'est-ce que ça apporte auprès de l'enfant ? Je n'arrive pas à formuler ma question. Après 30 ans, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter aux personnes qui vivent avec le VIH ou aux IST ? Est-ce que vous allez développer d'autres projets ? Alors, aujourd'hui, on va continuer. On continue effectivement de s'adapter à la vie des personnes. C'est-à-dire que quand on parle de programmes d'accompagnement, que ce soit la ligne d'écoute, que ce soit les ateliers mensuels, que ce soit l'éducation thérapeutique, c'est aussi pour nous une source d'information. Et c'est pour ça que ça rejoint ce que tu disais, Manon, tout à l'heure. On va vraiment collecter des informations sur la vie des personnes, le ressenti, les difficultés, les problématiques, etc. Et derrière, quand on se rend compte qu'il y a une problématique, par exemple, qui commence à émerger, on va essayer de travailler, de proposer des outils, soit papier, soit numérique, soit à travers, un cycle d'ateliers d'accompagnement particulier pour répondre à cette problématique-là. Donc vraiment, on se nourrit de l'expérience des personnes pour continuer effectivement à proposer soit des nouveaux outils d'information, soit des nouvelles modalités, des nouveaux programmes d'accompagnement. Et ça, a priori, il n'y a pas de raison que ça cesse. Parce que, alors effectivement, on espère tous un jour la fin de l'épidémie. Malheureusement, on sait que ce n'est pas encore pour tout de suite, que malgré la recherche qui avance beaucoup depuis des décennies,
Aujourd'hui, on n'arrive pas encore à trouver un traitement soit qui permet de guérir du VIH, soit un vaccin qui permet de s'en protéger. Donc tant que ça n'existera pas, ça veut dire qu'il y aura toujours des personnes vivant avec le VIH. Donc on sera, nous, toujours à leur côté. Et puis après, aujourd'hui, on a atteint un niveau où la recherche a fait tellement de progrès qu'on a des traitements qui sont hyper efficaces, qui sont de mieux en mieux tolérés. En plus, on va avoir d'ici quelques semaines des traitements injectables. Donc ça, c'est une révolution thérapeutique, c'est-à-dire que les personnes n'auront plus un comprimé à prendre tous les jours, mais seulement une injection tous les 2 mois, pour celles qui veulent, bien évidemment. Après, du coup, c'est aussi une option supplémentaire, un choix supplémentaire pour les personnes vivant avec le VIH. Mais du coup, par rapport à ça, voilà, pour nous, ça va être vraiment d'essayer d'accompagner au maximum ces futures évolutions. Et puis, bien évidemment, toujours en se nourrissant en fait de la vie et de l'expérience des personnes pour construire nos différents programmes. D'accord. En tout cas, je vous remercie d'être venus nous présenter Action Traitement tous les deux. Je remercie aussi Thiago, Manon et Momo d'avoir été, de nous avoir présenté leurs initiatives. Avant de passer aux annonces du cœur, je vous laisse avec la musique. Remember me in whatever you do. I love you. Tell you wherever you are. Remember me in whatever you do.
Vous êtes à l'écoute de Vivre avec le VIH, l'émission qui donne la parole aux séropositifs et à ceux qui les aiment. C'est parti pour les annonces du cœur. Je le rappelle, si vous voulez publier un message, vous pouvez le faire sur notre site comitédesfamilles.net, à la rubrique annonces. Il suffit de vous inscrire avec une adresse mail et un pseudo. Si vous avez des questions, je vous rappelle le numéro 01 40 40 90 25. C'est parti avec la première annonce. Femme de 50 ans, très indépendante, ouverte d'esprit, recherche un homme entre 50 et 55 ans pour partager les petits plaisirs de la vie. Pour qui me contactera, merci d'aimer échanger, partager, rire et débattre sur divers sujets. Être dans une démarche dynamique face aux défis de la vie. Dépassement de soi, évolution de carrière, curieux, passionné. Le savoir-vivre et le savoir-être retiennent mon attention. Je suis un homme de 50 ans vivant en région parisienne. J'ai 5 enfants. Je souhaite refaire ma vie amoureuse. Sincèrement, je veux apprendre et je veux que la personne apprenne à m'aimer. Car c'est pour une vie de couple. Merci pour les personnes sérieuses. Je suis camerounaise de 41 ans. Je travaille et je réside à Limbé. Un enfant, indépendante, simple, je suis séro depuis 13 ans et toujours indétectable. Je recherche un homme entre 45 et 50 ans, sincère et vraiment mûr dans son mental. Homme de 61 ans, 1m87, 90 kg, bleu châtain. Je vis à côté de Cannes dans le 06. Je cherche une vie commune avec une femme de 40 à 60 ans. Annonce sérieuse, au plaisir de vous lire. Homme dans la cinquantaine, fatigué de la solitude, je recherche une femme pour bâtir une famille. Les annonces, c'est déjà fini. Je vous laisse avec une autre pause musicale. Enjoy!
fokoni musiela kon san fokoli ndima 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 ba fokoni musiela kon san fokoli ndima 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 ba fokoni musiela kon san fokoli ndima 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 sunkuto sele sunkuto sele sunkuto le sele sunkuto sele sunkuto sunkuto sele sele sunkuto sele sunkuto sunkuto sele sele sunkuto sele Mariama, Mariama, oh Mariama, oh Mariama, se ne sunguto se ne sunguto se ne sunguto se ne sunguto se ne. Mariama, Mariama, oh Mariama, Mariama, se ne sunguto se ne sunguto se ne sunguto se ne sunguto se ne C'est l'heure des infos de la semaine. Moins de découvertes de séropositivité chez les usagers de drogues injectables. Alors, selon Santé publique France, entre 2016 et 2019, les UDI, donc les usagers de drogues injectables, représentaient 0,8% de l'ensemble des découvertes de séropositivité déclarées, contre 1,7% entre 2004 et 2007. Donc c'est une baisse. C'est le résultat de politiques de réduction de risques mises en place dès 1993 en France. Je le rappelle, les UDI font partie des populations qui sont particulièrement touchées par le risque de contamination par les infections transmissibles par le sang, ce qui est le cas du VIH et du VHC, responsable de l'hépatite C. La raison, c'est l'échange de seringues d'injection. Alors du coup, pour réduire ces risques de contamination, les organismes de santé ont mis en place plusieurs choses. La première, c'est un accès à du matériel en pharmacie depuis 1986, du matériel stérile. Il y a aussi la diffusion de traitements de substitution à certaines drogues, dont les opiacés, à partir de 1995. Et il y a aussi les salles de contamination à moindre risque, qui ont été créées en 2016, ce qu'on appelle vulgairement les salles de shoot. En revanche, Santé publique France remarque qu'il y a eu une augmentation de découverte de séropositivité chez les UDI nés à l'étranger, en nombre et en proportion. Il y a aussi le fait que, selon le dernier rapport de l'enquête Coquelicot 2011-2013, qui est présent dans le rapport de Santé publique France, la prise de risque persiste. En effet, 26% des participants déclaraient avoir partagé leur seringue au moins une fois au cours du dernier mois. C'était 13% en 2004. L'autorité de santé appelle donc à maintenir une politique de réduction des risques. Il faut aussi renforcer l'accessibilité de matériel d'injection stérile et intégrer une dimension communautaire à la prévention pour mieux répondre aux besoins spécifiques des UDI.
mercredi 1er décembre, le ministère des Solidarités et de la Santé a dévoilé la deuxième feuille de route stratégique nationale de santé sexuelle pour 2021-2024. En fait, cette feuille de route s'inscrit dans la stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030. Il y avait déjà eu une première feuille de route mise en place pour 2018-2020 et donc là, c'est la deuxième. Alors comment ça marche ? En fait, elle est constituée par un comité de pilotage pluripartenarial et interministériel et elle vise à faire la promotion de la santé sexuelle et reproductive, mais aussi les parcours de santé sexuelle concernant les IST. Celle-ci, elle se décline en 30 actions. On a par exemple la généralisation du dépistage gratuit du VIH avec le projet Au Labo sans Ordo. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'en avais parlé dans une précédente émission. Ce projet est généralisé à toute la France dès le 1er janvier 2022. On a aussi la prise en charge de la contraception à 100% par l'assurance maladie pour les jeunes femmes de moins de 25 ans. Ce sera effectif dès le 1er janvier 2022. On a aussi l'éducation à la santé sexuelle à l'école qui est très importante. On a le renforcement de la prévention concernant les risques d'infection aux IST, dont le VIH, notamment auprès des publics à haut risque d'acquisition du VIH. Et dans cette action, il y a notamment renforcer l'accessibilité au traitement post-exposition, ce qu'on appelle le TPE, pour empêcher une contamination lorsqu'on a été exposé au VIH. On a aussi amélioré la prise en charge des publics à risque de contamination par le VIH. C'est le cas par exemple des pratiquants du chemsex. Je rappelle, le chemsex, c'est l'usage de psychotropes dans un contexte sexuel. Et enfin, le renforcement de toutes ces actions de prévention en Outre-mer. Et enfin, le Maroc qui poursuit ses efforts dans la lutte contre le VIH. Depuis la mise en place du programme national de lutte contre le sida en 1988, les actions du ministère marocain de la Santé pour éliminer l'épidémie de VIH pour 2030 sont encourageantes. En tout cas, voyons les chiffres. Selon l'ONU SIDA Maroc, en 2019, 78% des personnes vivant avec le VIH connaissaient leur statut sérologique. On a 90% qui avaient accès au traitement antirétroviral et parmi eux, 92% d'entre elles présentaient une charge virale supprimée. La mortalité liée à une infection au VIH a, elle, baissé de 30%. Côté prévention, le pays a réussi à diminuer de 50% environ les nouvelles infections. Le ministère de la Santé dit assurer la continuité des soins aux personnes vivant avec le VIH, notamment en garantissant un accès au traitement antirétroviral, et ce, malgré l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a touché le Maroc comme la France en 2020. L'émission se termine, c'était la dernière de l'année 2021. Merci à tous nos invités de venir nous présenter leurs initiatives, leur parcours, leur histoire. Merci aux radios partenaires pour la diffusion cette année encore. Enfin, merci à vous, auditeurs et auditrices, d'écouter Vivre avec le VIH. Ne vous inquiétez pas, c'est pas fini, nous revenons début janvier pour de nouvelles émissions. D'ici là, joyeux Noël pour ceux et celles qui le fêtent et bonne année. Bye bye!